Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Oumar, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour également aux auditeurs de la Diaspora FM qui nous suivent en direct. Très bien, les auditeurs de Diaspora FM, oui, qui nous suivent en direct de partout, depuis Adjourou, depuis Parakou, et même en dehors du pays, grâce à notre positionnement sur Canal Plus. Actuellement, chez moi, je trouve la radio sur le 207, sur le 907. Alors, Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hector et bonjour à tous ceux qui nous suivent, notamment ceux qui de temps en temps nous appellent et nous disent leur encouragement. Merci à tous. Alors, ce matin, on va parler donc de l'actualité. L'actualité, c'était hier où c'était la fête du travail. Je vais d'abord vous demander comment vous avez passé cette journée. Hugues Hector Zogo. La journée du 1er mai a été une journée au cours de laquelle je me suis davantage investi sur un projet personnel avec des amis. Donc ça a été l'occasion pour nous de mener un peu plus de la réflexion autour du contenu de ce projet et de voir comment est-ce qu'on pourrait parvenir à le réaliser les semaines à venir. Donc ça n'a pas été une journée de repos pour nous, bien que la journée soit fériée. Très bien. Ouais. Donc la journée du travail, il faut travailler, selon vous. Oui, c'était la dynamique. La fête du travail, oui, il faut travailler. C'était la dynamique dans laquelle nous nous étions inscrits. Et puis, je crois que toute la journée a été assez profitable pour nous. C'est vrai, on est parvenu à avoir du temps de pause. Mais après 2 heures d'horloge, on a repris. On est resté pratiquement vers 21h avant de pouvoir nous séparer. Très bien. Ouais. Oumar, comment vous avez passé la journée d'hier? Bon, et ça a été fait de beaucoup de repos, en tout cas de mon côté. Je me suis beaucoup reposé, mais bon, la passion, vous savez ce que c'est. La passion ne connaît pas de jour de fête. Il n'y a pas eu de fête en ce qui concerne la passion. J'ai dû faire un tour ici. Parce que là, c'est le feu du journalisme qui brûle. Et on avait envie d'assouvir cette soif-là d'informer les populations. Donc j'étais là, ici à Eden TV. Mais à part ça, quelques coups de fil pour préparer donc la journée d'aujourd'hui. Sinon, bon, beaucoup de sommeil, à côté de madame, les enfants. Ouais, c'est un bon moment de repos aussi, le 1er mai. Quand on est là et madame sait qu'on est là, c'est ça qui leur fait plaisir. Hein? Effectivement, ça leur fait plaisir. Quand on part tout le temps, elles ne sont pas contentes. Oui, elles ne sont pas contentes. Même hier, quand je devais sortir pour le journal, elle m'a dit, mais attends, aujourd'hui, on a dit quoi? C'est jour de travail ou c'est la fête du travail ou pas? Reste à la maison, on va fêter. Il dit, non, c'est juste pour un moment. Ça, c'est la passion. Il y a pas, ça, je ne travaille pas. Quand je fais du journalisme, je n'ai pas l'impression de travailler. Très bien, parce que c'est toute votre passion. C'est ma vie, en fait. Très bien. Alors, du côté de la Bourse du Travail, du côté de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, quand on a dit tout ça, il faut rappeler que Kassa Mampo, le secrétaire général de la CSTB, a annoncé, comme à leur habitude, le 1er mai, à inviter les travailleurs à se regrouper à l'Étoile Rouge pour donc marcher. Et dans ce cadre, nous avons eu l'occasion de lui faire un entretien où nous n'avons pas manqué de lui demander est-ce qu'ils ont reçu une autorisation. Il a été très clair, il a dit que pour cette marche-là, il ne s'agit pas de demander une autorisation à l'autorité, que nous sommes dans un régime déclaratif et qu'il suffit de déclarer à l'autorité que les syndicalistes veulent marcher. Finalement, la marche n'a pas eu lieu puisque nous avons amené nos objectifs de caméra à l'Étoile Rouge à 7 h. Il n'y avait pas de marche. Les policiers étaient sur les lieux. À la Bourse du Travail, c'était pareil. Et finalement, quelques heures plus tard, on apprend qu'il a été arrêté. Comme l'a dit les quotidiens, arrêté, auditionné avec quelques heures et puis relâché. Est-ce que vous avez eu l'information hier, Hugues Hector Zogo? Et qu'est-ce que ça vous fait que des travailleurs ne puissent pas marcher le 1er mai, qui est la fête du travail? Je pense quand même que nous nous retrouvons dans un pays où les paradigmes changent,
Et il faut que nous puissions, en tant que citoyens, travailler davantage à nous inscrire dans une dynamique d'apaisement qui permette à chaque entité de pouvoir se dire « Oui, l'acte que je suis en train de poser, c'est un acte assez responsable et ça ne doit pas poser des couacs sur la ligne. » C'est heureux que des syndicalistes responsables de confédération puissent prendre l'engagement de faire marcher leur père le 1er mai, journée dédiée exclusivement au travail. Vous savez, le 1er mai, c'est cette date qui est retenue pour permettre à ce que les revendications des travailleurs puissent effectivement être davantage valorisées. Qu'on en parle et que ce soit une occasion pour les dirigeants, pour les gouvernants, de comprendre qu'il y a sans aucun doute beaucoup d'efforts encore à faire en vue de permettre à ceux-là qui se retrouvent dans tel ou tel autre secteur de vivre le sens de la vitalité humaine. Alors, je parlais de la notion de responsabilité parce que c'est vrai, on se retrouve dans un régime déclaratif quand il s'agit de mener des marches du genre, mais on peut quand même faire l'effort de se baser sur le passé et savoir quelle attitude adopter pour ne pas... Qu'est-ce que vous dites par là quand vous parlez du passé? Oui, quand je parle du passé, vous savez, il y a quelques années en arrière, on s'est quand même rendu compte que bien que les syndicalistes aient même cherché à avoir d'autorisation pour marcher chez nous, on a toujours un peu de difficulté à les laisser exprimer cette forme de liberté syndicale. Et donc, quand vous vous retrouvez Kassamampo, vous savez quand même que sa confédération est sans aucun doute celle qui met un peu plus de virulence dans les propos vis-à-vis du gouvernement. Et c'est quand même cette confédération... Qui peint tout en noir vis-à-vis du gouvernement. Voilà, c'est cette confédération-là qui... Ce n'est pas que ce gouvernement, on connaît cette confédération, même au temps de Yahi Boni, son prédécesseur, je voudrais nommer Paul et Seiko. C'est comme ça, ils sont très vénards dans leurs propos. Donc c'est peut-être leur ligne de défense. C'est peut-être leur ligne de défense, mais je me dis, quand on arrive à occuper un certain nombre de postes de responsabilité, il faut faire très attention par rapport aux actes que l'on pose. Et donc, on aurait pu éviter ce à quoi on a assisté hier. Et je crois vraiment que il y a eu quelque chose qui n'a pas pu marcher en leur sein. Ils auraient pu éviter au peuple béninois cette actualité à laquelle nous avions assisté hier. C'est vrai, vous savez que vous êtes dans un régime déclaratif, il faut juste déclarer pour que l'autorité puisse vous accompagner et la police républicaine va encadrer la marche. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte de sécurité où chaque détail doit pouvoir interpeller la conscience collective. Vous savez, depuis quelques années, on parle du terrorisme, on parle du djihadisme et tout ce qui va avec. Et vous savez, de grands jours comme ça, quand il y a de grands rassemblements comme ça, vous ne pouvez pas savoir le coup que vous prépare, par exemple, l'ennemi. Et ceux qui sont dans le service de renseignement détiennent suffisamment d'informations que vous et moi, nous ne détenons pas. Donc, si des confédérations prennent l'engagement de vouloir faire marcher leur père, ils peuvent quand même s'associer à la police républicaine, demander à ce que le gouvernement
les accompagne pour que la marche soit une réussite. Parce que ce qu'ils veulent faire, ce n'est que pour le bien du pays. Parce qu'en marchant, c'est pour manifester leur fierté, pour dire nous sommes heureux de travailler. Et au même moment où nous sommes heureux, nous avons encore des revendications sur nos bureaux, donc on essaye de les partager avec les autorités pour que ces revendications, dans la mesure du possible, on puisse voir les semaines à suivre ce qu'on peut essayer de leur accorder. Et donc, celui qui se retrouve dans cette dynamique-là ne fait rien d'extraordinaire contre son pays. Et les gouvernants qui sont là aussi ne font rien contre le pays. Tous travaillent pour que le pays puisse connaître un développement assez durable. Donc, je me dis, pourquoi parfois nos syndicalistes veulent toujours se retrouver dans la posture du « tout est noir ». Et par conséquent, nous n'allons pas ouvrir le dialogue avec les autorités en place. Ça ne leur coûtait absolument rien, par exemple, de chercher à rencontrer le préfet du département et discuter avec lui, lui faire savoir que, bon voilà, ils ont l'intention de faire cette marche-là dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail. Et qu'ils auraient souhaité que ça soit encadré. Ça soit vraiment encadré. Au lieu de se retrouver dans des faux fuyants, j'appelle ça des faux fuyants, dans des faux fuyants se disant oui, c'est un régime déclaratif, nous on a déclaré qu'on veut faire une marche, c'est à l'autorité de prendre cette disposition. C'est vrai, dans les pays développés, ça se passe de cette manière-là. Mais notre contexte sociologique nous réserve quoi? Voilà un peu la réflexion que je mène. Je le redis, que vous faites je le redis, c'est un droit pour eux de marcher, mais face à un certain nombre de défis sécuritaires aujourd'hui, on ne peut plus se limiter juste aux questions de il faut juste déclarer. Au-delà du fait de déclarer, les autorités sont assez ouvertes, préalablement échanger avec elles. C'est pourquoi d'ailleurs, eux, ils sont responsables. Ce n'est pas tous ceux qui se retrouvent être partisans de cette confédération-là qui vont rencontrer l'autorité. Autrement dit, si on vous comprend, les autorités veillent à la sécurité des citoyens et des biens aussi, ce qui fait qu'ils interdisent peut-être ces marches, ils empêchent ces marches de se dérouler parce qu'ils ne savent pas si ça va dégénérer ou non. La preuve, quand ils ont été arrêtés, ils ont été écoutés. Mais quelques mois après, relâchés. Voilà. Très bien. Alors, je me retourne vers vous, Oumar. Je disais tantôt que ces syndicalistes, particulièrement de la CSTB, sont vraiment véhéments et non véhéments. Donc, cette véhémence, est-ce que elle est crainte par l'autorité? Est-ce que ce jour-là, puisqu'ils vont faire des déclarations peut-être à la presse nationale et internationale, est-ce que les autorités ne craignent pas ce qu'ils vont dire également et c'est cela qui explique donc ce refus de les laisser marcher. Même au sein de la Bourse du Travail, ils ont décidé de faire un sitting au sein de la Bourse du Travail et puis ça a été refusé. Selon vous, votre analyse quand le secrétaire général dit que nous sommes dans un régime déclaratif et qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation, est-ce qu'il a, comment dire, c'est une façon d'affronter l'autorité ou de défier l'autorité? Oui, et c'est son rôle. C'est son rôle d'affronter, d'aller au-devant de l'autorité, de pouvoir lui dire non, nous on veut ci, parce que nous défendons tel droit. Et lui, il est là aussi pour dire non, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes sécuritaires, il y a des contraintes sur le plan même des tests que nous avons au Bénin qui vous empêchent de faire ci. Donc, chacun est plus ou moins dans son rôle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout d'abord, j'aimerais dire ce que représente pour le syndicalisme un 1er mai. Un 1er mai, c'est, comment on appelle, la commémoration de tous ces combats-là, de toutes ces conquêtes
enquêtes qu'on a eu à faire sur le plan social, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de droits pour les travailleurs, ce qui n'a pas été toujours le cas il y a peut-être des siècles en arrière. Donc tous ces combats-là menés c'est-à-dire à travers le monde et également au Bénin, pour tous ces travailleurs, pour tous ceux qui travaillent dans ces secteurs très pénibles, où généralement les patrons ne sont pas souvent bien nos faits, donc des réalités donc, de ces travailleurs-là. Donc le 1er mai vient commémorer tout ça et aussi permettre également de mettre devant l'autorité des listes encore de revendications pour dire, bah, écoutez, dans tel secteur, il y a beaucoup de difficultés, dans tel domaine, il y a voilà, telle catégorie de travailleurs. Le 1er mai est le jour par excellence où on doit laisser les travailleurs s'exprimer, s'extérioriser. Je fais ce préalable-là pourquoi? Pour comprendre peut-être la dynamique également des gens de la CSTB qui ont voulu coûte que coûte marcher. Mais ce que moi je veux rappeler, c'est quoi? C'est que quand vous prenez le 1er mai, c'est important de le rappeler aussi, c'est également des défilés populaires où des gens vont dans les grandes villes de notre pays, marcher un peu partout. La question que moi j'aimerais poser à tous ces syndicalistes-là aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire tous ces syndicalistes, notamment ceux de la CSTB, parce que c'est eux qui ont été arrêtés, parce que c'est eux qui ont voulu coûte que coûte marcher. Il y a d'autres centrales syndicales au Bénin, on n'en a pas entendu parler. Oui, il y a d'autres qui ont pu certainement se regrouper eux, ils étaient plus conciliants. Voilà, ils étaient plus conciliants, ils ont compris le contexte. Je voudrais poser la question aux syndicalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans toutes les villes du Bénin, est-ce possible de faire un défilé populaire aujourd'hui, avec le contexte sécuritaire que nous avons, dans certaines localités de notre pays, ou bien ceux-là ne sont pas des travailleurs là-bas, pourquoi permettre ça quelque part et ne pas permettre ça dans ces localités-là où la sécurité est plutôt, on va dire, pas très bonne en ce moment, du fait donc de ces malfrats, de ces narcoterroristes qui font des incursions dans notre pays et qui, de temps en temps, arrivent à toucher quelques-uns de nos soldats. Voilà la première question que moi j'aimerais poser. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'ennemi aujourd'hui qui nous attaque, ce n'est pas un ennemi conventionnel, ce n'est pas quelqu'un que nous pouvons désigner comme ça, qui s'habille normalement comme un ennemi. Non, c'est quelqu'un qui est fondu dans la population. Voilà. On ne sait pas, Hector l'a dit, on ne sait pas ce que les autorités ont comme renseignement pour pouvoir donc décider d'arrêter la marche. Moi, je pense que quelque part aussi, il faut une petite marge comment on appelle, comment on va dire ça, une petite parcelle enfin, je ne sais pas moi, il ne faut pas être trop tendu non plus, il ne faut pas être trop dur avec l'autorité. Il faut de la flexibilité, je veux dire. Il ne faut pas être rigide. Voilà, il faut une petite portion de flexibilité aussi pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir donc jouer leur rôle comme cela se doit. Vous voulez faire votre marche, nous sommes dans un régime déclaratif. Oui, quand les contextes le permettent. Quand le contexte ne le permet pas, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce régime déclaratif-là? L'autorité qui vous concède le droit de marcher. Mais cette autorité-là aussi a le devoir également d'assurer votre sécurité. Cette autorité a également le droit d'assurer votre sécurité. Quand il n'a pas le dispositif pour assurer votre sécurité, parce que ce dispositif-là est appelé à jouer d'autres rôles pour permettre donc la quiétude et la paix dans le pays, comment est-ce que vous faites pour donc organiser cette marche-là malgré tout? Voilà les questions qu'on doit pouvoir se poser. Maintenant, quant à leur arrestation, moi, je parlais là, jusque-là, de l'interdiction de la marche. L'autorité peut avoir le droit d'interdire la marche, malgré que nous soyons dans un régime déclaratif, je suis complètement d'accord. Mais si le contexte ne le permet pas, c'est quoi notre contexte aujourd'hui? Soyons un peu objectifs et honnêtes. Une fois qu'on le reconnaît, on va pouvoir dire, ah, attention, ils ont dit ça parce qu'il y a si, concédons-leur ça. Prenons nos journalistes qui ont bien envie de nous écouter. Nous, notre journaliste était sur le terrain, vous êtes d'accord avec moi? Notre consoeur Clémence, elle était sur le terrain. Il y a d'autres journalistes également qui étaient sur le terrain pour constater les faits. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas ces gens-là, organiser leur conférence de presse, dire à l'autorité donc de tutelle, notamment le préfet ici par exemple, allez lui dire, voilà monsieur le préfet, nous voulons organiser notre conférence de presse, puisqu'il n'y a pas eu marche. Si vous voulez même, ils n'ont quand même fait des discours fleuves dans une salle, personne ne va les empêcher. Les journalistes sont là pour relayer leurs revendications. Ça aussi, c'est une autre forme de, comment on appelle, de manifestation aussi. On n'est pas obligé d'aller coûte que coûte contre ce que l'autorité décide pour pouvoir donc se faire entendre. Il y a encore des marges de manœuvre au Bénin où on peut dire ce qu'on pense, exprimer ce qu'on pense de manière audible et
c'est-à-dire de sorte que toute la population puisse véritablement nous entendre. La preuve, j'ai eu à faire un entretien avec lui. Voilà. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit tout ce qu'il pense. Et c'est là où moi je dis, quand vous avez commencé tous les deux par donc la manière de faire donc de cette centrale syndicale que je ne trouve pas complètement mauvais, parce que dans cette lutte là aussi il faut quelquefois des radicaux, il faut quelquefois des modérés et il faut peut-être d'autres aussi qui soient aussi proches du gouvernement. Chacun a sa manière de faire son syndicalisme. Maintenant quand eux ils sont aussi véhéments et tout ça, mais bon, à un moment aussi, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et savoir que l'autorité qui le fait aussi, c'est l'amour, le même amour que nous avons pour les travailleurs, c'est le même amour aussi qui l'anime, c'est ça qui le pousse aussi, c'est ça qui fait qu'il a envie donc de garder ces travailleurs-là en sécurité, de sorte que cet ennemi narcoterroriste qui est en train de vouloir s'infiltrer parmi nous pour créer du désordre ne puisse pas le faire. Ça aussi, on doit pouvoir le comprendre. Et c'est ce que moi je reproche un tout petit peu à cette centrale-là. Parce que, je dis bien cette centrale, parce que les autres, on ne les a pas interpellés par exemple. Il y a d'autres centrales syndicales à la Bourse du Travail. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti les interpeller? Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que oui, le 1er mai, c'est un jour où il faut laisser les travailleurs marcher, s'exprimer, mais le contexte actuel ne s'y prête pas. C'est tout. Le contexte ne s'y prête pas pour que l'on rentre dans la rue, qu'on fasse de grandes marches avec la masse. Vous savez, on est. Et puis je lui ai demandé, mais l'autorité refuse les marches parce que les badauds s'infiltrent. Il dit, depuis que moi je suis journaliste dans ce pays, je n'ai jamais vu des badauds. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, il est dans son rôle. Il est dans le rôle également de pouvoir vous contredire, de pouvoir aller contre ce que vous vous dites. Parce que lui, il veut coûte que coûte organiser cette marche-là. Parce que c'est important pour lui. C'est c'est l'essence même de leur combat. Le 1er mai, mais regardez ce qui se passe dans les autres pays. États-Unis, France, Angleterre. En Turquie, voilà, partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde, on permet donc aux travailleurs de pouvoir s'exprimer ce jour-là. Donc lui, il est dans cette dynamique-là. Il doit pouvoir faire son travail ce jour-là. C'est un jour, mais d'une symbolique extraordinaire pour eux. Mais au-delà de tout ça, rappelons que nous avons un contexte en ce moment, que nous devons préserver notre paix contre l'ennemi. L'ennemi qui pratiquement est invisible chez nous. Je ne veux pas vous contredire, mais sous Yaïboni, quand on interdisait les marches, il y avait aussi le contexte sécuritaire. Oui, mais enfin... c'est un autre... Il y avait aussi les djihadistes, voilà, il y avait aussi les terroristes. C'est ce que je vous dis ça. C'est ce que je dis, dans notre domaine, dans notre secteur, on est très fort pour faire des recoupements bizarres. Oui, mais c'est ça, c'est pas bizarre. Oui, mais c'est notre rôle. Non, c'est notre rôle. Le contexte... C'est pas bizarre. Non, c'est bizarre. C'est pas bizarre. Le contexte... Puisque par le passé, on a interdit à des travailleurs de marcher, et vous parlez de contexte de terrorisme, alors qu'il n'y avait pas de terrorisme à l'époque là. C'était pas la raison avancée. Vous dites qu'on fait des recoupements, comment? Quelquefois, l'histoire se répète, mais il ne se répète jamais de la même manière. Il y a des petites nuances, il y a des petites différences. Donc, les recoupements hâtifs, des syllogismes bizarres qu'on fait... Et la ligne rouge. Et la ligne rouge. Attendez, mais... D'accord, si vous voulez... Je un mot, d'accord. Je vais écouter un peu Hugues. Je voudrais quand même signifier qu'on fait des recoupements bizarres. Il est dans son rôle. On est très fort. Lequel rôle? Non, moi je dis la vérité. Je ne suis dans aucun rôle. Vous connaissez la ligne rouge? Vous connaissez la ligne rouge? Oui, je connais. La ligne rouge a été tracée. Et ce n'était pas dans un contexte. Non, est-ce qu'on n'avait pas le terrorisme? Non, pas encore. Non, il n'avait pas fait le terrorisme, mais il y avait d'autres choses qui poussaient le président Boni Yaya à interdire les marches dans le temps. Souvenez-vous. Sur une semaine, on travaillait combien de fois par jour finalement, des marches partout, des trucs partout. Et tout cela aussi empêchait le gouvernement de travailler de manière sereine. Donc, ce qui met en fait de l'eau à mon moulin pour dire quoi? Selon le contexte, l'autorité a le droit quelquefois aussi de dire attention, vos marches là, c'est trop. C'est ça qui a poussé, par exemple, le président, comment on appelle, le président Talon, dès qu'il arrive au pouvoir, à dire attendez, les grèves là, il faut qu'on mette de l'ordre dedans. On sait comment les gens mouraient au CNHU comme des mouches dans le temps, vous vous souvenez? On sait comment comment on appelle les procès pour lui qui est tout le temps au tribunal, parce que lui c'est un juriste. Lui, pour vous qui êtes tout le temps au tribunal, vous savez comment est-ce que les dossiers traînaient. Un individu pourrait rester en prison alors qu'on devait juste regarder son dossier et dire ah non, il y a un petit souci, il est relâché, le pauvre type. Et le monsieur reste là 1 an, 2 ans, parce que tout simplement, tous les jeudis ou bien tous les mercredis, c'est grève. Voilà. On le relâche. Et après, parce qu'il passe pas. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. L'histoire peut se répéter.
C'est pourquoi quelquefois, quand je vois certaines éminences grises de notre domaine qui se permettent certains recoupements, je saute de mon siège. Je me dis, mais attention, arrêtez, n'exagérez pas. Non, non, on ne fait pas des recoupements, on ne peut pas faire des analyses. Non. Il faut faire des recoupements. Oui, je suis d'accord. Même si comparaison n'est pas raison, voilà. il faut se permettre de comparer. Comparaison n'est pas raison. Oui, je dis même si. Moi, je vous ajoute encore, même si l'histoire se répète, faites très attention au contexte. Il y a de petites nuances qu'il faut prendre en compte pour ne pas faire de l'injustice. C'est de l'injustice. Et je vous ajoute que c'est des regroupements que vont jaillir la lumière. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas le contraire. Oui. Je disais tout à l'heure que Omar était dans son rôle, c'est tout à fait normal. Quel rôle? En tant que journaliste, il a l'obligation de rétablir la vérité. Donc, il est dans le je vous remercie de me dire ça, ça me fait plaisir. Il est dans le rôle de pouvoir rétablir la vérité des faits. Ceux auxquels vous faites allusion, c'est assez pertinent. Sous le régime de Boni Yayi, on a interdit la marche aux syndicalistes. Mais il faut partir aussi du contexte. Celui qui est au pouvoir veut, à la fin de son mandat, que les populations arrivent à retenir ce qu'il a pu réaliser comme impact sur la vie communautaire. Et la période à laquelle vous faites allusion, c'est la période au cours de laquelle on se rendait compte que le syndicalisme était devenu une arme politique. Oui. Ils étaient manipulés, Hector, il faut pouvoir le dire. Et donc, à partir de ce moment-là, soyez d'accord que le syndicaliste à qui on a interdit la marche puisse, à un moment donné, prendre la décision d'aller contre la démarche de l'autorité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'injustice. Et la Constitution prévoit ce qu'on appelle la désobéissance. Notre loi fondamentale le prévoit. Mais par contre, aujourd'hui, quand je parle du contexte qui a changé, je me réfère à l'aspect sécuritaire, qui est très capital. Imaginez Kassamampo, aujourd'hui, si nous l'invitons pour qu'il puisse nous accorder une interview, il va le faire. La preuve, vous l'aviez rencontré avant le 1er mai. Vous lui avez permis de dire effectivement les difficultés auxquelles sa confédération s'est retrouvée confrontée. Il n'a pas manqué de répondre à vos questions. Ça voudrait dire que, quelque part, sans qu'il ne tienne une marche le 1er mai, il a bien la liberté de pouvoir se prononcer sur la vie de sa confédération syndicale. Ça, je voulais le signifier. Parce que je remarque malheureusement que c'est une stratégie qui leur a marché. Hier, les centrales syndicales, les confédérations syndicales utilisaient leurs titres pour faire du chantage politique. Le syndicalisme était devenu pratiquement une arme politique où à tout moment on pouvait déstabiliser les autorités en place. Mais avec Patrice Talon, puisqu'il a eu la chance de connaître un peu plus ce secteur-là, assez vite, il a mis les garde-fous. Et donc les intéressés même ont compris qu'ils se sont retrouvés dans un environnement juridique qui ne leur permet plus de se comporter comme ils le faisaient. Aujourd'hui, c'est assez facile de voir le gouvernement et les centrales syndicales autour d'une même table discuter pendant 72 heures sans qu'il n'y ait pas de tapage. Alors que sous Boni Yayi, cette même discussion-là allait commencer et 2 heures après, vous allez voir certains qui vont sortir de la salle. Manquer de respect à l'autorité. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Faire des déclarations par voie de presse. Mais aujourd'hui, l'environnement ne leur permet plus de le faire. Alors, quand on se retrouve dans un environnement comme ça, et quand on est Kassamampo, qu'est-ce qu'on fait?
pour démontrer qu'on est toujours ce syndicaliste virulent. Toute la question se situe à ce niveau. Donc, il a trouvé la bonne stratégie. On est dans un régime déclaratif. Moi, je me limite à ça. Et puis, je demande au père de ma centrale et syndicale de se rendre à l'Étoile Rouge pour que nous puissions marcher. Il sait pertinemment que le contexte actuel ne s'y prête pas. Ne s'y prête pas. Mais en le faisant, il attire de l'attention sur lui. La preuve de toujours, on a 7 centrales confédérales et confédérations. Et l'attention est que les journaux ont beaucoup parlé de lui aujourd'hui. Est-ce qu'il a sorti un centime pour ça aujourd'hui? Non. Et pourtant, c'est l'actualité nationale aujourd'hui. Donc, je me permets de dire que c'est une stratégie aussi syndicale. Il faut créer l'incident. Il faut créer l'incident. Ils ont créé l'incident. Et la police républicaine est aussi habile. Ils auraient pu les garder, ne serait-ce que pour 24 heures de garde à vue, que l'analyse qu'on est en train de faire actuellement allait changer. Parce que c'est des responsables de syndicats. On ne peut pas... Bon, moi, j'ai compris ça comme une stratégie, le fait de les avoir gardés, parce que la police dit ne faites pas, mais voilà, mais il vaut mieux les garder pour que le temps passe, pour qu'il n'ait pas le temps de poser l'acte qu'ils doivent poser. Ils ont leur stratégie également. La police est très bien organisée. Oui. Parce que quand ils voient une manifestation qui met à mal l'ordre public, qu'est-ce qu'ils auront envie de faire? Il faut couper d'abord la tête de cette manifestation. Qui sont les meneurs? On les extrait, on les exfiltre, on les met en lieu sûr, le temps que tout se calme, et puis on les remet encore dans la nature. Je pense que c'est une stratégie. C'est exactement ça. Oui, c'est plutôt ça la stratégie. Parce que si vous les connaissez, c'est une confédération. Ils sont extraordinaires. Confédération téméraire. Oui. Non, mais oui, vous avez aimé le côté très véhément qu'ils ont dans leur manière de revendiquer, dans leur manière de défendre les travailleurs. Vous savez, moi, ça ne me gêne pas trop. Ce n'est pas ça, moi, mon problème. Parce qu'il le faut aussi dans un pays. On ne peut pas être tous les mêmes. Pour nous qui faisons des enfants, vous, Maury et moi, nous en avons pas mal. Enfin, c'est une manière de parler. Nous avons des enfants. Tous nos enfants ne sont pas les mêmes. Hein. Vous savez, il y a certains, quand ils viennent te demander le petit déjeuner le matin, tu es là, tu as encore la liberté de lui dire, vraiment, toi, tu me fatigues, hein. C'est quoi ton problème, tout ça. Mais il y a un autre, quand lui va venir, il va dire, mon petit déjeuner, tu sais qui il est. C'est-à-dire que tu ne dois pas tarder avant de lui donner, sinon ça risque de faire encore scandale et finalement, on va dire, le papa là aussi, vraiment, il n'est pas sage. Hein. Je sais pas si vous comprenez. Quand vous abordez cet aspect-là, je me pose donc la question de savoir qu'est-ce que cette stratégie syndicale leur apporte. Quand vous regardez sur le plateau de tout ce qu'on a aujourd'hui comme centrale syndicale, est-ce que cette forme de lutte-là, est-ce que ça leur a apporté quelque chose de plus que ce que les autres gagnent dans le dialogue? Non, bon, ça dépend. C'est pourquoi je dis, on a besoin de tout ce monde-là aussi. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est un autre débat qu'on fait désormais. Ça, on a besoin de tout ce monde-là aussi quelquefois. On a besoin des caractères de chacun. On a besoin de tout pour faire un monde. Voilà, il y a une expression, je crois, dans ce sens-là. On a besoin de tout pour faire un monde. C'est pas seulement tout le monde ne peut pas avoir la même manière de faire, et donc dans une société. On peut le leur concéder. Et est-ce que ça a mené à des avancées? Oui, je pense que ça a mené à des avancées. Il y a des grands noms de cette centrale-là. Vous avez cité Seiko, rien que lui, vous savez qu'il y a eu quand même quelques avancées. Ils ont pu obtenir des choses dans ce pays. Avec la couleur rouge. La couleur rouge. Toujours. Voilà. Et il y a eu d'autres. Il s'est arrangé pour avoir un chapeau rouge, avoir chemise au rouge, écharpe rouge, voilà. Toujours danger. Et c'était lui son symbole, ça. Voilà. Donc, le voilà. Et là, vous voyez à côté de qui il est. Regardez, le professeur, comment on l'appelle? La ministre Adijatou Matisse, Omeki derrière, il y a tout ce monde-là. Donc ça veut dire qu'à un moment... À défaut de rouge, il a mis rose. Ça veut dire qu'à un moment,
ils étaient tous ensemble, ils menaient le même combat. Mais quand le moment vient de comment on appelle, de se contredire, d'aller les... Mais à droite, vous reconnaissez toujours... Celui qui est en blanc là. Oui, c'est le professeur Kako Maoui. Ah, d'accord, c'est de lui que tu voulais parler. D'accord. Je me dis, bon, c'est bien lui, on a juste une partie. Vous le reconnaissez, c'est bien. Voilà. Donc, à un moment, tout ça était donc ensemble. Si aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, ça veut dire qu'ils poursuivent toujours le même combat, mais certainement que le contexte les divise un tout petit peu. Et par rapport à ce contexte-là, nous aussi, on doit pouvoir raisonner. Et je pense qu'aujourd'hui, l'autorité qui demande un peu plus de sécurité, il n'a pas totalement tort. Il leur a pas dit, par exemple, de ne pas appeler les journalistes et de faire leurs déclarations, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. S'il y a des revendications, nous sommes prêts à écouter et à les relayer, même si possible. Parce que le travail qu'ils font, c'est aussi pour nous, ces syndicalistes-là. Donc, voilà un peu ma démarche. Sinon, le côté très véhément, ça fait partie de l'ordre normal des choses. On ne peut pas être tous les mêmes. Sur un plateau de télévision, lui, il a sa manière de s'exprimer, vous avez votre manière de s'exprimer, de vous exprimer avec beaucoup d'humour. J'ai regardé l'une de vos émissions le week-end, j'étais quelquefois mort de rire. Vous parlez de comment il s'appelle, de la propriété intellectuelle. Je riais, mais je me dis, monsieur, il ne changera pas. Voilà, ça c'est vous, ça c'est vous, votre côté. Vous pouvez faire même rire des responsables parce que c'est votre nature à vous. Mais il y a d'autres également, leur manière de parler, ils sont tout le temps très durs. Voilà, chacun a sa manière. Mais l'essentiel est de pouvoir... Ils sont tout le temps très sérieux, voilà, comme Hugues Hector Zogo. L'essentiel est de pouvoir faire son travail comme cela se doit, dans la vérité, dans l'honnêteté, et donc dans beaucoup aussi de sagesse, la retenue, la mesure, la raison. Et quand cela quitte donc le forum, je vais me rappeler de l'expression de l'autre, la médiocrité va s'installer, et même la pagaille même quelquefois. Voilà. Très bien. Hugues, on a fini avec ce sujet. Oui, je pense quand même qu'ils ont compris aussi la bonne note, sans aucun doute. Ils ne vont pas reprendre le même scénario en 2026. Ils seront prêts à reprendre. Parce qu'en 2024, ils ont été bloqués, ils n'ont pas tiré des leçons. Non, ils ont changé de stratégie. Les mêmes choses. Ils ont changé de stratégie. Oui, mais en 2026, c'est sûr qu'ils vont changer. Vous savez, depuis là, j'ai envie de dire quelque chose, mais j'hésite à le dire parce qu'il ne faut pas donner des idées à ces imbéciles-là qui attaquent nos jeunes gens à nos frontières. Dans les autres pays, ces gens-là, ils arrivent même jusqu'à s'infiltrer dans le pays et créer donc des attentats. Donc, tout ça, je pense qu'on doit quand même féliciter les autorités sur ce plan-là. À Cotonou, on dort tranquille, on sort quand on veut. À Parakou, on dort tranquille, on sort quand on veut. À Porte-Nouveau, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Ne mettons pas à mal ce travail-là. Plutôt encourageons, plutôt essayons d'appuyer les autorités dans ce travail-là. Parce que c'est nécessaire, c'est essentiel. Les individus mal intentionnés qui nous attaquent, c'est des hommes sans foi ni loi. Des gens capables de trancher la gorge à leurs semblables. Donc, à partir de cet instant, on doit pouvoir savoir qu'on n'est pas en face de quelqu'un de normal. Donc, vous savez, et donc, la lutte doit être, mais vraiment, à tous les niveaux. On doit aider à ce que la lutte se fasse efficacement. Et ce n'est pas nos comportements. Voilà. Et que dites-vous alors de cette messe dite hier, c'était hier je crois, non? Ou avant-hier? Avant-hier. Madame Madougou. Bien sûr, à l'occasion de l'anniversaire de Rekia Madougou, où l'on parle, Nord-Sud quotidien parle pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés, une messe dite pour l'anniversaire de Madougou. Oui, ça faisait 24 heures après la célébration de mon anniversaire de naissance, puisque je suis du 29 avril, Rekia Madougou du 30 avril, et Patrice Talon du 1er mai. Donc, je vous parle en fait... Tu es dans la cour des grands, tu veux dire? Je vous parle des taureaux en fait. Donc la cour des grands, puisque toi tu es né au même moment que les grands. D'accord. Alors, c'était une petite note. On a compris, j'avoue que c'est une très belle initiative. Une très belle initiative de pouvoir organiser une messe à l'intention de Madame Rekia Madougou, qui est notre compatriote et qui se retrouve depuis quelques années déjà en prison. C'est une bonne note parce que de sa position, ça lui permet de comprendre que ses frères et sœurs ne l'ont pas oublié parce qu'elle a perdu son droit à la liberté.
c'est important pour le mental. C'est très important pour le mental. Et ça aussi... Est-ce que ce n'est pas aussi une occasion pour nous montrer ceux qui sont contre le fait qu'elle soit en prison? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Au cours de cette messe-là, on a vu des gens. Oui, vous savez, c'est malheureusement ce qui se passe dans notre pays. Parfois, certaines personnes n'arrivent pas à assumer leur part de responsabilité et sont assez versatiles sur des questions de droits humains, sur des questions de liberté. Je crois quand même que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on doit pouvoir être honnête vis-à-vis de sa conscience et ne pas tricher. Réki Amadougou, je crois que même le chef de l'État, de par sa posture aujourd'hui, est en train de réfléchir pour trouver la meilleure formule qu'il faille mettre en place pour permettre à ce qu'elle soit libre de ses mouvements. Parce que c'est une compatriote qui, dans notre pays, a encore besoin. Elle a, de par le passé, occupé quand même de grands postes de responsabilité, de hautes fonctions. Elle a milité pour que nous puissions avoir une démocratie crédible. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle est en difficulté que tout de suite, on va lui tourner dos. Vous allez voir des acteurs qui se retrouvent à soutenir le chef de l'État, mais qui ne vont pas hésiter à formuler aujourd'hui la demande de la liberté et de la libération de Réki Amadougou. Parce qu'on considère que c'est une compatriote dont on a besoin encore des compétences. À un moment donné, dans l'histoire de tout individu, il y a ce qu'on appelle les taches noires. Ça peut arriver à tout moment de votre parcours. Ben, seuls des hommes ou des humains pourront encore vous aider à effacer ces taches-là. Donc, je considère qu'aujourd'hui, elle est en train de passer une période assez faible de son histoire. Et qu'avec l'aide de Dieu, elle va encore retrouver toute la force nécessaire de servir son pays. Le Bénin a besoin de tous ses enfants. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont contre le fait qu'elle soit en détention que systématiquement on organise une messe, que systématiquement on veut démontrer qu'on est contre le chef de l'État. Non. D'ailleurs, on est dans un régime démocratique où il y a la séparation des pouvoirs. Maintenant, ce qu'on peut retenir au-delà de tout, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Et ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et pour que le chef de l'État accorde sa grâce présidentielle à Réki Amadougou ou même à Joël Aïvo, qui se retrouvent pratiquement dans le même contexte parce qu'ils ont été arrêtés pratiquement pour les mêmes situations, il faut forcément des hommes pour parler au chef de l'État. Il faut forcément qu'à un moment donné, la lumière puisse jaillir dans le cœur du chef de l'État. Est-ce que c'est cette lumière qu'ils sont allés chercher à l'église? Mais ce n'est pas seulement à l'église. Il y a aussi des prières qu'ils organisent au niveau des mosquées. Peut-être si vous allez à Parakou, par exemple, vous allez entendre qu'il y a eu des messes, des prières qui ont été organisées. Si vous allez à Yougou ou à Natitengou, vous allez en entendre parler. Cette messe-là, aujourd'hui, on en parle parce que la presse a pu relayer. La presse a pu relayer parce qu'on est à Cotonou. Et Cotonou, c'est quand même l'espace où on a pratiquement toutes les autorités qui se retrouvent. Et quand on dit messe à l'église Bon Pasteur, vous voyez, les Bon Pasteur, le périmètre dans lequel l'église est située. Donc assez vite, on peut quitter un ministère, on peut quitter une direction générale et s'y retrouver. Il y a la plupart des cadres qui vont à la messe à Bon Pasteur, bien que ce ne soit pas une messe organisée le dimanche. Donc celui-là peut se retrouver là, venir prier Dieu et entendre dans les annonces que cette messe-là a été organisée
a l'intention de Rikia Madougou pour le cadre de son anniversaire. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment s'il est mouvancier? Il va sortir de l'église? Il ne va pas sortir. Il est venu prier Dieu. Et c'est au cours de cette messe-là qu'on a eu l'intention de prier aussi pour le renforcement spirituel de Rikia Madougou. Donc, ça ne pose aucun problème, je trouve. Bien au contraire, c'est une occasion de démontrer que, malgré tout, bien que notre sœur soit aujourd'hui en difficulté, il y a ses compatriotes qui continuent de penser à elle. Et c'est une très bonne chose, je trouve. Oumar, désormais, des messes sont des occasions pour rappeler qu'il faut donc libérer les prisonniers, comme l'a écrit le Nord-Sud quotidien et l'amiante griffe prisonniers politiques, et le retour des exilés. Oui, puisque il y a certaines personnes qui estiment que ce sont des prisonniers politiques, il y a certaines personnes également qui estiment aussi que ceux qui sont à l'extérieur aussi sont des exilés politiques. Notre confrère, l'amiante griffe, bon, je pense que c'est son rôle, c'est sa manière de voir les choses. Parce que, d'abord, moi, j'aimerais dire... le gouvernement dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Oui, c'est pourquoi il dit il y a certains... Pourquoi il a mis ça entre Voilà, c'est pourquoi il dit il y a certains qui pensent que c'est des prisonniers politiques et il y a d'autres qui pensent que ce n'est pas le cas. Parce que, dans tous les cas, de manière très officielle, c'est quelque chose qui leur est reproché sur le plan, comment on appelle, juridique. Non, juridique. Voilà, sur le plan de la justice, on leur reproche un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ce qui est reproché, par exemple, à Rikia Madougou est très grave. Et c'est ça même qui fait qu'aujourd'hui, elle est donc derrière les barreaux. Mais avant tout propos, j'aimerais dire quelque chose que vous avez demandé, j'aimerais répondre à ça. Je vais dire, mais qui est le Béninois aujourd'hui qui est content que Rikia Madougou soit derrière les barreaux? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un Béninois, enfin, en tout cas, le Béninois lambda, tous autant que nous sommes, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit content de voir cette compatriote-là qui a à un moment a travaillé au plus haut sommet de l'État se retrouver donc derrière les barreaux. Je ne pense pas qu'un Béninois soit heureux. Vous sortez aujourd'hui, vous demandez la question, cette question-là aux gens, ils vont vous dire non, moi je ne suis pas content. Tout le monde le dira. Parce que ce n'est pas là-bas, normalement, sa place, on est d'accord. Oui. Voilà. Maintenant, ce qui lui est reproché est suffisamment grave et la justice a décidé que c'est ainsi, que c'est le verdict. Et qu'on organise aujourd'hui, comment on appelle, une messe d'action de grâce pour donc lui demander pour elle donc, que le Seigneur lui accorde toute la force et toute la détermination qu'il faut pour pouvoir passer ce moment difficile-là. Parce que c'est un moment difficile. La prison, ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas un endroit où un endroit de loisir, non. C'est vraiment contraire, il y a beaucoup de choses très compliquées là-bas. Et donc, elle vit tout ça. Donc, c'est normal qu'on puisse organiser cette messe-là. Normalement, si on avait tous été informés, pourquoi est-ce qu'on est... aller en croisade? Non, c'est pas ça. Pas du tout. Donc tout le monde, normalement, devrait pouvoir y être, peut-être même pour tous les autres prisonniers aussi qui se trouvent là-bas, qui ont commis peut-être des fautes avérées. Enfin, il y a tout en prison. Donc, à pouvoir prier pour ces personnes-là, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et donc, c'est bon qu'on puisse l'organiser pour Mme Madougou. C'est une personne en plus que moi, j'ai un très bon souvenir d'elle. Je vais vous dire, une fois, elle était encore ministre de la microfinance, je crois, au temps du président Boni Yahi. J'étais aussi reporter, j'étais parti quelque part. Et bizarrement, dans la délégation, on était juste les deux noms à connotation musulmane. Donc tout le monde savait que nous, on était musulmans. C'était elle et moi. Et il y avait une petite boutade comme ça qu'elle a lancée. Je ne vais pas la redire ici, parce que ça me prêtait un peu. Elle a lancé ça comme ça. Et j'ai pouffé de rire toute la délégation. Tout le monde riait. Donc c'était une bonne vivante. C'était quelqu'un qui avait l'amour de l'autre. Et elle me regardait et me dit, oh, bah, laisse, il faut prendre ton truc, laisse tomber. Donc, tu vois, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime les autres aussi. Donc, quand tu apprends qu'une personne comme ça est en prison, c'est vrai que ça fait mal. Mais au même moment, il faut mettre sur la balance également ce qu'on lui reproche. C'est quand même assez grave. Donc, on ne sait pas vraiment à quel sein se vouer. Voilà. Je vais vous poser une dernière question rapidement, afin qu'on observe une pause avant d'aller sur l'actu décalée. Mais il y a quelques semaines, on a vu le président Soglo sur les chantiers au niveau de l'hôpital. Chic, sur les routes de Porto Novo et tout, mais le voilà à la messe
encore... pour le combat qu'il a toujours mené aussi. Oui, mais... Voyez-vous, c'est pourquoi non, si je le dis comme ça, c'est que le président de la République n'est pas forcément d'accord. Oui. Quand on parle des retours des exilés, quand on parle des prisonniers politiques, il n'est pas toujours d'accord, mais bon. Non, c'est vrai. Alors qu'on est allé apprécier... Tantôt, on a l'impression qu'il soutient, oui, tantôt oui, c'est ça, c'est ce que je ne veux pas dire. Je voudrais en quelques phrases. Hein, oui, je pense quand même qu'il y a ce qu'on appelle la conviction. Il y a ce qu'on appelle la conviction. Quand vous prenez le président Nicéphore Dionne Soglo, il a travaillé avec les anneaux de la mémoire de Nantes contre l'esclavage. Donc il ne peut pas vivre ça et accepter quelque forme de servitude. Ce n'est pas possible. Ça aurait été une mort dans l'âme pour lui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que sur les questions relatives à la défense des droits humains et de liberté, que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, nous devons forcément nous entendre sur ces éléments précis. Parce que vous soyez de la mouvance ou que vous soyez de l'opposition, les questions liées à la défense de la dignité humaine, elles sont propres à vous toutes. Donc, ce n'est pas parce que le président Nicéphore Soglo manifeste son soutien au chef de l'État que sur une question de défense de liberté ou de droits humains, il ne va pas dire « je ne suis pas d'accord avec monsieur le président de la République sur tel aspect ». Et revenant maintenant à la subtilité de la démarche, vous parlez d'exilés politiques et le chef de l'État n'est souvent pas d'accord, tout ça. Oui, le chef de l'État ne sera pas d'accord. Et je ne serai pas non plus d'accord. Je vous ai toujours donné le cas de notre ancien ministre d'État. Oui, Komi Koutié, de vous à moi, quelle est sa profession? Aujourd'hui, à quel montant peut-on évaluer sa richesse? Combien de citoyens béninois, fonctionnaires d'État, ayant travaillé pendant 30 ans, ont pu avoir ce qu'il a? Comment l'a-t-il obtenu? Alors, si la justice de son pays demande à un moment donné à ce qu'il réponde d'un certain nombre de faits, il ne va pas se retrouver à l'extérieur et dire qu'il est exilé politique. Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà en fait les réalités. On peut ne pas être d'accord avec le chef de l'État sur un certain nombre de faits, mais il y a aussi d'autres réalités sur lesquelles il faut admettre que le chef de l'État a entièrement raison. Les questions de bonne gouvernance, les questions de transparence de gestion, c'est que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la mouvance, vous deviez pouvoir trancher. Si c'est X qui a raison, vous devez pouvoir être en mesure de dire que c'est X qui a raison. Si c'est Y qui a raison, vous devez aussi être en mesure de le dire. Si vous ne le dites pas, ça voudrait dire que vous n'avez pas le courage d'être honnête. Très bien. Merci à vous, Hector Soglo. Oui, Oumar. Avant tout propos, j'aimerais dire que le président Soglo est toujours dans sa logique. Il est égal à lui-même. Et il a démontré, j'avais dit à un moment ici que pour moi, le président Soglo était le prototype du Béninois que moi je veux. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand on n'est pas d'accord aussi, on dit avec toute la véhémence possible qu'on n'est pas d'accord. Et je pense qu'il est toujours dans ce rôle-là. Et je pense que tous les autres grands hommes devaient prendre de la graine et non être versatiles, changer de comportement à tout moment. Rester égal à soi-même, rester digne, faire preuve de sagesse. Là, toute la profondeur d'esprit du président Soglo se trouve là. Et quand on le dit, il y a certains qui commencent à dire non, c'est un vieux sénile, c'est ça, voilà. Chacun dit ce qu'il pense. Et j'aimerais revenir sur un certain nombre de propos de Hector et pour lesquels je suis complètement d'accord. Et c'est là où certains doivent comprendre aussi notre rôle de journaliste. On n'est pas obligé de venir s'indigner à chaque fois qu'on arrête quelqu'un. On n'est pas obligé de venir s'asseoir. Non, c'est pas ça, nous, notre rôle. Nous, notre rôle là, c'est de dire les faits qu'on reproche à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Ah, selon notre loi, voilà
voilà, voilà, voilà. Nous, on doit éclairer, nous sommes des éclaireurs. On n'est pas obligé de prendre tout de suite la position d'un camp. Et il a parlé tantôt de quelqu'un qui s'est enrichi. Moi, je parle encore d'une autre personne encore à qui on fait un redressement fiscal. S'il doit de l'argent à l'État, on va dire non, 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 comme c'est lui, c'est un homme politique, non, qui ne paye pas, il reste au pays. Ça, c'est un. L'autre encore, tu n'es plus rien dans l'appareil d'État. Et c'est toi, les courriers qui doivent être des courriers officiels, qui passent dans des mains officielles. Toi, tu n'es plus un officiel, tu n'es plus dans l'appareil d'État. Ces courriers-là se retrouvent, toi, dans ta table, et toi, tu les éventres, tu les sors, tu partages le contenu des courriers partout. Alors que ce ne sont pas toutes les informations qu'on a au plus haut niveau qu'on peut partager comme ça. Parce que quelquefois, il y a des rumeurs que peut-être même les autorités, même eux-mêmes, n'osent pas dire. Ou bien il y a des stratégies qui sont en train de mettre en place qu'on ne peut pas dire comme ça dans le grand public, parce que ça peut créer aussi du désordre, de la pagaille dans le pays. Donc toi, tu ne peux pas te permettre. Et dès qu'on veut leur demander des comptes, on fuit. Donc il y a certains cas aussi, il faut faire très attention. En tant que journaliste, nous, on a le droit de pouvoir dire, à un moment, telle expression pour telle personne, vous avez le droit de le dire, parce que vous avez vos considérations. Mais au même moment, l'autre qui refuse ces genres d'expressions, que les mouvanciers disent non, on ne peut pas les appeler exilés politiques, eux aussi ils ont raison quelque part. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est nous notre rôle, éclairer chacun, et à la fin, le peuple fait son choix. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'oblige personne à... Nous, on doit rester neutre à tout moment. Mais malheureusement, au Bénin aujourd'hui, comme on aime beaucoup que le petit tape sur le chef, que le petit tape à travers ses propos sur le grand, on ne veut plus de la neutralité. Dès que tu sembles être neutre, on dit « Oh non, c'est faux, il est de ce côté, c'est fini. » Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais moi, ce qui me réjouit, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est les deux côtés que moi, on m'interpelle quelquefois pour me dire « Ah, toi, Ouma, là, tu n'es pas avec nous. » De l'autre côté aussi, on me dit « Oui, toi... » Donc, moi, ça me rassure. Donc, ça veut dire que moi, je suis neutre. Voilà, je suis au bon endroit. Je fais bien mon boulot. Si le journaliste fait son boulot et qu'il n'a pas ce retour-là, il n'a qu'à bien réfléchir encore et se dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans mon travail ?» Et que c'est seulement un camp qui est d'accord avec moi. Il y a un problème aussi. Ça veut dire que tu es en train de basculer d'un camp. Très bien. Alors, c'est fini pour l'analyse de ce matin. Je vais parler rapidement d'une information. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé au Togo, où la Constitution a été révisée. Et il faut le conseil, c'est les députés qui désignent truc là, comment vous appelez ça? Oui, ils vont prendre les dispositions pour désigner le président du conseil, désignation du président du conseil. Ça dit que il n'y aura plus d'élection. Vous vous rappelez de cette affaire? Voilà. Donc demain, les députés sont convoqués donc, pour désigner à l'Assemblée nationale. Voilà, il y aura une séance plénière relative à la désignation du président du conseil. Donc vous savez qui ça peut être. Donc voilà, on lui souhaite bon vent. Merci. Vous n'avez pas besoin de nos commentaires. Ça va, non, ça va.